Des empoisonnements en série. Il y a quelques temps, je me suis retrouvé amorphe sur mon canapé à scroller un peu sur les réseaux. J'étais littéralement en train de me faire pisser dans le cerveau. Ça nous arrive à tous, hein. Bref, je voyais défiler les nouveaux jeux full 8K, toujours plus réalistes que la réalité, les nouveaux films, les progrès incroyables de l'IA, je peux savoir n'importe quoi en 2 secondes et j'en passe. Mais j'avais absolument aucune hype, j'étais juste blasé devant mon écran. Putain, on vit dans l'époque la plus incroyable de l'histoire et... qu'est-ce qu'on se fait chier? Ce paradoxe est fascinant. Plus le monde devient incroyable, rationnel et compréhensible, plus nous, on se sent blasé et vide de sens. Dans cette vidéo, on va parler de ça, du désenchantement du monde. Pourquoi tout a l'air nul alors que objectivement c'est impressionnant? Y a-t-il des gens responsables de ça? Et surtout, est-ce qu'on peut encore réenchanter sa vie dans ce bordel? Ou alors, on est condamné à être blasé de tout? Remontons un peu dans le passé. Quand t'étais gosse, ton esprit pouvait s'évader tellement facilement sur des conneries. Petit, t'étais souvent confronté à l'ennui contrairement à aujourd'hui. T'avais pas énormément de choix pour t'amuser. Des billes, une forêt derrière chez les grands-parents, une ruine ou un bâtiment abandonné au bout de la ville. Ou alors des vieux jeux craqués ou des démos sur d'anciennes consoles. Les textures étaient moches, la forêt était random, le bâtiment était juste délabré. Mais ton cerveau, lui, vivait sa meilleure vie. Tu te fabriquais un monde. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Et si la forêt était hantée? Et si dans le jeu je pouvais sortir de la map? Derrière, y a-t-il un monde caché? Les trous, les flous, les limites, c'était tout ce qui nourrissait notre imaginaire. Comme la poitrine de Lara Croft sur PS1, en forme de pyramide de Gizeh qui pouvait faire bander Maître Gims. Moi, j'étais fasciné par la saga Resident Evil, notamment le 3. Le jeu était tellement mal fait que ça en devenait flippant. Et mon imagination prenait le relais pour créer une réalité alternative. Durant la partie, tu incarnais une meuf, Jill, et t'avais un monstre, le Nemesis, qui déboulait un peu n'importe quand et te coursait pour te mettre sa tentacule dans la bouche. Bordel, mais c'est un Paris simulateur après minuit ça ou quoi? Bref, le monstre te coursait dans toutes les petites ruelles en hurlant comme un possédé, avec ses 300 kilos de muscles qui résistaient à des coups de lance-grenade tirés à bout portant. Mais dès que tu traversais une porte, il s'arrêtait. Genre il faisait le challenge, si je touche une porte, je suis pédé. Et là je m'imaginais qu'il était derrière à attendre ou qu'il réfléchissait à une stratégie pour m'attraper. À quoi pouvait-il penser? Alors qu'en réalité, les développeurs n'avaient tout simplement pas codé d'animation pour qu'ils puissent ouvrir la porte. Bref, t'avais tout un tas de jeux comme ça, comme GTA San Andreas, où une légende circulait sur internet comme quoi il y avait un Bigfoot dans la forêt et que tu pouvais le croiser à certaines heures. Alors tu investiguais sur des vidéos obscures en 240p pour mêler le vrai du faux, ou alors si tu voulais tricher dans le jeu, tu allais au bureau de tabac feuilleter en douce le livre de code. Tu sais, le livre jaune là. Avant que le buraliste pro Jean-Marie Le Pen te mette un gros coup de pied au cul parce qu'il faut payer pour lire. Bon, ça c'était la partie jeux vidéo. Mais maintenant, regarde la vie aujourd'hui. Tu veux savoir ce qu'il y a dans cette forêt? Google Maps, Street View, avis TripAdvisor. Belle balade, idéale pour les chiens. Attention aux gigolos après 22h. Tu veux savoir qu'est-ce que ce bâtiment abandonné? T'as 20 vidéos urbex sur YouTube avec une petite sponsor au lit calée juste avant le fake qui va arriver. Il y a des événements mystérieux qui t'intriguent. Il y a 12 actuali qui vont t'expliquer et te le débunk de long en large. Et ça nous mène à un truc que personne n'avait prévu. On a progressivement perdu le goût du mystère. Et le pire, c'est que c'est normal. C'était inévitable. Mais ce n'est pas arrivé par hasard. Max Weber parlait du désenchantement du monde. En gros, l'idée c'était que plus on rationalise, plus on explique et plus on calcule, moins il reste de place pour la magie, le sacré ou le mystère. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire, en faisant, je sais pas, une rando et en apercevant un endroit incroyable, genre une grotte, une montagne géante, d'imaginer ce que pouvaient se dire les premiers hommes qui ont foulé ces terres, les mythes et légendes qui ont dû se développer de par leur méconnaissance du monde. Avant, la nuit était flippante. Les montagnes étaient habitées par des esprits, des dieux ou des légendes locales. Tu ne savais pas ce qu'il y avait derrière l'horizon ou dans les profondeurs des océans. Alors que maintenant, quand tu fais une rando, tes peurs sont de te dire que tu vas croiser le fou de la gare qui va te découper en deux, ou tomber sur un vieux qui se fait pépon dans sa 206 par un mec de cité un peu trop hétéro-curieux. Bref, t'as plus trop de mystère. En fait, on a littéralement débunk le monde. Les arcs-en-ciel, ce n'est qu'une réfraction de la lumière dans les gouttes d'eau. C'est nul! Les étoiles, ce ne sont pas des dieux lointains, mais de gigantesques boules de gaz en fusion. Et attention, je suis pas en mode c'était mieux avant quand on avait peur de la foudre et qu'on soignait la peste avec de la pisse de cheval. Quoique. Les explications, le progrès, la science, c'est vital. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à force de tout expliquer, on a rendu le monde plat. Finito le monde du mystère et de l'adrénaline du paranormal. Maintenant, tout est expliqué et justifié. Et le plus vicieux là-dedans, c'est que même ton cerveau s'est adapté. Aujourd'hui, dès qu'on parle d'un truc un peu chelou, ton premier réflexe, c'est pas « wow », mais c'est de te dire « jusqu'à preuve du contraire, je n'y crois pas ».
Et oui, c'est sain, c'est logique, sauf que ça vient pas juste de ta rationalité, ça vient aussi d'une fatigue due à un vieux réflexe de déception accumulée. C'est comme quand t'es petit et que t'apprends que le Père Noël n'existe pas. Bon, moi ça m'avait fait ni chaud ni froid, parce que le mien c'était un oncle qui s'envoyait 1 litre de raki avant de tirer dans le vide avec sa calache. Chacun son Papa Noël. Et là, on est tenté de se dire, ok, mais c'est peut-être que dans la tête tout ça. Non. Et ça se retranscrit aussi dans le réel. Regarde autour de toi. Même le décor a été désenchanté. Avant, les trucs avaient une identité. Ça avait une couleur, une ambiance, un truc que tu ne peux pas vraiment décrire. Aujourd'hui, tout devient gris, mat et épuré. Regarde les McDo d'avant et ceux d'aujourd'hui. Avant, c'était coloré et joyeux. Sauf Ronald qui donnait l'impression d'être un remake pédophile de ça. Maintenant, t'as l'impression que c'est un centre de soins palliatifs pour diabétiques. Des façades couleur anxiété. Même le Big Mac est devenu fébrile. On dirait qu'il ose plus trop être gras. Mais globalement, t'as pas l'impression que les couleurs ont changé avec le temps? Je te parle carrément du ciel. Des couleurs de ton enfance, même les étés qui n'ont plus du tout la même saveur. Des études ont montré que l'esthétique moderne, avec ses lignes droites, ses couleurs neutres et ses matériaux froids, génère du stress, de l'anxiété et de la dépression. Donc ce n'est pas juste une question de goût. Notre cerveau souffre réellement dans ces environnements-là. Voudrait-on nous démoraliser? Les fact-checkers nous diront que c'est juste de la rentabilité, que le gris ne choque personne, que ça standardise tout, que ça rassurerait les investisseurs. Sauf que l'histoire nous donne un tout autre son de cloche. Par exemple, en URSS, l'architecture froide et répétitive n'était pas un choix économique, c'était un outil idéologique. Les immeubles type Kruchveka, conçus sous Khrouchtchev, répondaient à une logique claire. Produire vite, loger en masse, écraser l'individu dans le collectif. Des historiens de l'architecture soviétique comme Catherine Cook ont montré que cette esthétique volontairement austère visait à décourager toute forme de distinction, de rêve ou de projection personnelle. Il n'y a pas de beauté inutile, pas de fantaisie, pas de verticalité symbolique. Un décor fonctionnel pour des vies fonctionnelles. Autrement dit, on sait déjà que l'environnement peut être utilisé pour démoraliser les gens. La question n'est donc pas est-ce que ça arrive, mais est-ce qu'on reproduirait pas ça de façon volontaire? À ce stade de la vidéo, restons sur le bénéfice du doute, le facteur chance, mais vous allez voir que la violence de ce désenchantement ne s'arrête pas là. Tout ce que je viens de décrire est déjà violent, même quand t'as un peu d'argent pour compenser par des voyages ou des expériences. Mais quand t'es pauvre, avec le stress du quotidien et aucune marge de manœuvre, là, la sensation du désenchantement se démultiplie de manière exponentielle. Revenons-en au point de départ, toi qui scrolles. Dans la même minute, tu vois une guerre, la découverte d'un trou noir, un prank débile, une pub, une vidéo générée par IA, une meuf qui danse, un drame humain, une vidéo motivante. Tout arrive en même temps avec le même poids. Ton cerveau n'a même plus de hiérarchie et de priorité. Tu manges constamment trop d'informations et ça n'a aucun sens. C'est comme si tu voulais regarder un best-of de Breaking Bad, mais que t'avais en même temps des extraits des zinzins de l'espace, le coming out de l'autre PD dans Stranger Things, et d'un coup un edit en 360 no-scope du 11 septembre. Et puis, tu reviens dans la vie réelle désenchantée. Mur gris, pas d'argent, pas d'options, et t'es là à subir des politiques qui te tuent de plus en plus. Mais tu n'as plus de dopamine pour tenter autre chose. Avant, il restait au moins une chose, l'imaginaire. Tu pouvais fantasmer une fuite. Je pars, je me barre, je quitte tout. La route, le bateau, l'inconnu, le hasard, c'était souvent illusoire, oui, mais cette illusion avait une fonction vitale. Elle ouvrait un horizon. Elle laissait croire que ta condition n'était pas définitive, que tu pouvais découvrir d'autres choses, un continent même. Aujourd'hui, l'aventure c'est quoi? Tu vas où? Les frontières sont quadrillées, les visas et billets sont hors de prix. Caméra, contrôle, biométrie, paperasse, tu crois partir dans un endroit isolé et tu prends un Burger King entre deux montagnes balisées, avec 20 panneaux qui t'expliquent par où tu n'as pas le droit de passer. T'as le même centre commercial, les mêmes pubs, les mêmes chaînes, le même Starbucks qu'à 10 minutes de chez toi. Et là, tu te rends compte que l'aventure est devenue franchisée, conditionnée à l'argent. En fait, tu pars jamais à l'aventure, tu suis un putain d'itinéraire. Et c'est là que la PLS atteint son sommet. Quand t'as pas d'argent, ton monde réel est minuscule, mais ton monde sur écran est infini. Dans ta main, tu peux voir l'Himalaya, Tokyo, New York, la Lune, tu peux regarder des mecs faire des tours du monde en van aménagé à 25 000 euros. Tu vois tout, les femmes, les expériences, les vies possibles. Mais physiquement, tu restes là. Métro, taf de merde, appartement pourri, tu touches à rien. La perte de sens. Pendant longtemps, l'humanité vivait sous de grands récits. Même quand la vie était dure, même quand t'étais pauvre, t'avais un fil conducteur au-dessus de ta tête. Tu n'étais pas juste un individu qui bosse, mais t'étais un morceau d'une histoire plus grande. Une traversée, une découverte, la foi, le destin, la civilisation, le sacré, et j'en passe. Les types construisaient des cathédrales qu'ils ne verraient même pas finies. Et ils expliquaient dans les plans qu'il fallait qu'elles pointent vers Dieu, histoire de rendre le mètre carré ultra divin. Notre-Dame, Chartres, Cologne, tu poses la première pierre et tu sais très bien que c'est ton petit-fils qui verra l'édifice terminé.
terminé. Et pourtant, tu le fais. Pas parce que t'es en train de rentabiliser un projet avec une deadline de fils de pute, mais t'es en train de participer à quelque chose qui te dépasse. Les gens traversaient des pays à pied en pèlerinage. Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome, Jérusalem. Non pas pour acheter un mock de Jésus produit en Chine, mais parce qu'ils croyaient que ça élevait leur âme. Ils vivaient avec l'idée que le monde était habité par Dieu, par des saints et par du mystère. Par une putain de verticalité. Même quand tu galérais, tu pouvais dire « Ok, j'ai mal, j'ai faim, j'ai peur », mais ça avait un sens. Je marche vers quelque chose. On avait encore des récits collectifs comme les grandes explorations. Magellan, James Cook, Bougainville, les routes maritimes et les terres inconnues. C'était pas du tourisme de salopard avec ta protection en plastique pour pas mouiller ton iPhone de merde. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? C'était l'inconnu réel. Tu te demandais si t'allais pas croiser des créatures en pleine mer tout droit sorties de Dark Souls. Et évidemment, mourir de manière héroïque. Et plus tard, on a eu d'autres mythes modernes. La conquête de l'espace. C'était un récit global, tu sentais que l'humanité poussait la porte de quelque chose. Des promesses et des horizons. Jusqu'à ce qu'on finisse par tellement disséquer le monde et tuer son sens. À se demander si dans tout l'univers observable, on n'est pas juste seul au final, entouré de cailloux et de trucs en fusion. Et aujourd'hui, le grand récit et l'aventure d'un jeune moyen, c'est Parcoursup. Faire des études, trouver un job, consomme, scroll pour oublier la fadeur de ta vie. Et si t'es un bon toutou, t'auras peut-être ton crédit immobilier pour acheter un appart hors de prix à Saint-Etienne avec 10 clodos qui dorment sur ton palier. Évidemment, tout en subissant l'humiliation quotidienne de n'être personne et de n'aspirer à rien de grand. Je sais pas si t'as remarqué, mais tu ne peux plus demander à quelqu'un quel est ton destin. Le mot est beaucoup trop puissant. On lui dira plutôt tu vas faire quoi plus tard? Parce que son futur n'est juste qu'une extension pénible de son présent. Et le pire, c'est que même les trucs qui remplaçaient le sacré ont été désenchantés. La France chrétienne, tiens, remplie d'histoires incroyables, elle est devenue une république fade où les dirigeants s'enculent pendant des soirées chemsex. T'avais des rituels collectifs, des dimanches, des processions, des cloches, des jeûnes, des fêtes qui structuraient l'année et te rappelaient que t'es pas juste une unité de production. Et c'est terrible, mais tout cet ancien monde est en train de rendre son dernier souffle. La République a pris la place de la religion dans le discours officiel, mais sans offrir la même profondeur. Elle te dit sois un bon citoyen et paye tes impôts, mais pas voilà pourquoi t'existes enculé. Résultat, on est des putain d'orphelins du sens. Et quand t'as plus de sens commun, chacun bricole son petit récit personnel. Et on le voit aujourd'hui avec l'hystérie collective que provoque la politique. Tu cherches à être quelqu'un, tu cherches une identité, un groupe, une cause, n'importe quoi qui te donne l'impression d'avoir une place. Parce que sinon, t'as juste ta fiche d'imposition, le logo de la Marianne pour te traire et le temps qui passe. Et aujourd'hui, dans ce dernier souffle, on voit une recrudescence de jeunes qui retournent à l'église. Et non pas forcément qu'ils ont soudain tout compris à la théologie, mais parce qu'il manque un truc que rien d'autre ne peut remplacer. Le fait d'être relié à quelque chose de plus grand que soi. D'autres encore font du RP un peu maladroit de la paysannerie, du terroir, de la France d'avant, de vivre simplement, non pas parce qu'ils veulent réellement traire une vache à 5h du matin, mais parce qu'ils cherchent un monde où les choses ont une texture et une identité. Un monde où le pain n'est pas juste un produit, mais un geste et une symbolique. Ou par exemple une maison, c'est pas un investissement, mais un foyer. Le drame, c'est que notre époque te laisse croire que ce besoin sacré est une faiblesse, un putain d'archaïsme, presque une honte. Comme si la connaissance devait forcément tuer la transcendance ou le sens de ta vie. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la science qui t'empêche de croire, c'est juste ce nouveau monde qui a remplacé le sens par la performance et le mystère par la consommation. Et forcément, quand tu vis là-dedans trop longtemps, tu finis par te dessécher. Sauf si tu te bats pour garder vivant ce truc invisible qui fait que t'es encore humain. Et c'est là que la spiritualité redevient une question sérieuse. Quelque chose qui te rappelle que t'es pas juste un estomac, un compte bancaire et une statistique pour un algorithme. Parce qu'au fond, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? On a gagné un confort de fou, une vitesse d'exécution surtout. On n'a plus à tuer pour manger, plus à allumer de feu pour se réchauffer, plus à construire de maisons nous-mêmes. Et une fois de plus, je dis pas ça en mode c'était mieux avant, je dis juste qu'on a externalisé le réel. Et c'est ce qui a grandement participé à ce désenchantement. Avant, la vie te frottait à la matière, au temps, aux saisons, aux conséquences. Aujourd'hui, tout passe par une interface. Tu manges en cliquant, tu chauffes en tournant un bouton, tu vis dans un monde que t'as jamais touché. Et à force, tu te déconnectes de tout. Tout, mais t'as plus d'ancrage, plus d'épaisseur. Alors je me dis que peut-être le réenchantement commence par là. Non pas en revenant spécialement en arrière, mais en rouvrant la porte du sacré. Ou au moins quelque chose de plus grand que travail, consomme et meurt. Alors oui, peut-être qu'il y a des responsables à tout ça, c'est quasi sûr, et on l'est sans doute nous-mêmes à notre échelle. On le voit dans ce qu'on nous fait bouffer ou ce qu'on choisit de bouffer, dans ce qu'il y a dans l'eau, les hormones féminisantes, les perturbateurs endocriniens et j'en passe. Il y a ce qu'on nous montre et ce qu'on choisit de voir. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que tout ça arrive. Pourquoi? Comment? Des sujets bien complexes et fâcheux, mais il n'empêche qu'il y a des leviers que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Ce réenchantement passe par différentes actions. Il n'y a pas de mode d'emploi. D'ailleurs, la vie tout court n'a pas de mode d'emploi. Arrêtez de toujours vouloir attendre des solutions qui correspondent
correspondent parfaitement à qui vous êtes. Il faut les créer et les ajuster en permanence. Par exemple, apprenez à vous ennuyer. Je vais à chaque fois vous donner des exemples de ce que je fais de mon côté. Arrêtez de remplir chaque trou avec un écran. Laissez le silence revenir. Laissez l'esprit vagabonder. Même si c'est inconfortable au début. Il faut arrêter de croire que l'ennui c'est mal. C'est un terreau fertile au réenchantement. Parfois, quand je me fais de petites randonnées, je regarde des trucs lointains. Genre un arbre à peine descriptible. Et je dis à mon frère avec qui je me balade souvent, putain, t'imagines si ce truc là-bas c'est un monstre et que d'un coup il déboule et nous course? Oui, c'est totalement teubé. Mais c'est génial de casser le contraste d'une vie sérieuse avec un retour aux sources de quand t'étais gamin. Et là, tu pars dans des scénarios de fou. Comment tu survivrais? Comment tu te cacherais? Ensuite, on a l'effort. Tu pourrais te commander à manger, ce serait plus rapide. Mais quand tu prends une vieille recette de ta grand-mère, que tu laisses mijoter pendant 3 heures, que tu remues, que ça embaume la cuisine, tu retrouves des saveurs que Uber Eats ne pourra jamais te livrer. Et évidemment, je te dis pas de faire ça tout le temps, mais cassez vos putains de routines à base de bouffe de golem. Et surtout, faites plus de choses avec vos mains et non pas sur un écran. Dernièrement, je me suis chauffé à faire ma véranda moi-même. Je m'en bats les couilles, je voulais un style taverne de Skyrim. J'ai tout fait, le bois, les mesures, les erreurs, les mains qui saignent un peu. Tout le monde me disait délègue, ça sera mieux fait. Mais non, justement, enculé. Déléguer, c'est encore se couper d'un contact réel. Je m'en fous si c'est pas parfait. Ce que j'ai gagné là-dedans, c'est pas un résultat instagrammable, mais c'est une putain de satisfaction intérieure. Le sentiment d'avoir fait quelque chose de concret et de vrai. Tu matérialises quelque chose avec tes mains et tu peux dire ah, ça c'est moi qui l'ai fait. Réenchanter sa vie, ça passe par ça. Toucher et ressentir. Le travail manuel, la nature, marcher sans écouteurs, regarder un paysage sans le filmer, se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi. Même si tu ne crois pas en Dieu, va dans une église et ressens la volonté humaine qu'il y a derrière chaque détail esthétique. N'hésite pas aussi à nourrir ton imaginaire, lire des vieux livres, rejouer à des jeux anciens, inventer des histoires, construire des choses même si elles sont inutiles. Accepter que tout n'a pas besoin d'être optimisé, rentable ou monétisable. Le monde moderne nous a appris à consommer. Réenchanter sa vie, c'est devenir créateur, même à petite échelle. Et ça ne changera pas le système, ça ne changera sans doute pas la majorité des gens, mais ça peut te changer toi. Et crois-moi que quelqu'un qui retrouve du goût et de la profondeur à sa vie, c'est un vecteur de changement de fond et pour tout le monde. Merci d'avoir regardé, je te retrouve jeudi 15 janvier à 20h pour un live d'anthologie, le lien est dans la description.